Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est un rendez-vous pédagogie et chaque deuxième vendredi du mois, ce sont les équipes de Yomoni qui sont avec nous pour décrypter les dernières tendances en matière d'ETF à travers cet observatoire ETF qui a été lancé l'an dernier par Yomoni et Alexis Nac qui est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion de Yomoni. Bonjour et bienvenue Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous pour faire un point effectivement alors sur l'industrie des ETF et les dernières tendances en matière d'ETF. Un mot de la collecte déjà au terme du mois de janvier, de ce premier mois de l'année 2022. Alexis, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de flux de collecte et en termes de montant de collecte déjà sur l'industrie ETF ? Bonsoir Grégoire, alors on démarre l'année en trombe sur la gestion indicielle avec une année record pour les ETF, pour la collecte ETF en Europe, un mois de janvier historique avec une collecte de près de 30 milliards d'euros malgré le contexte de marché compliqué. On a vraiment une année record, un début d'année record pour les ETF, peut-être avec un transfert d'une partie de la gestion active vers la gestion passive. On a notamment des collectes très importantes sur les actions mondiales, aussi bien sur les pays développés avec plus de 16 milliards d'euros de collecte que sur les pays émergents avec près de 6 milliards d'euros de collecte. On a notamment le fonds Pictet Emerging Market qui a collecté à lui seul 3 milliards et demi d'euros sur le mois de janvier. Est-ce que sur cette partie action, alors effectivement intéressant de noter l'intérêt pour les émergents et la Chine en particulier, Alexis, est-ce que globalement les investisseurs suivent, j'allais dire, la tendance value du marché, en tout cas qui a été très forte au mois de janvier? Est-ce que ça se retrouve également dans les produits qui sont souscrits aujourd'hui? Alors tout à fait, on voit le secteur qui a le plus collecté au mois de janvier nettement devant les autres. C'est le secteur des financières qui a collecté près de 3 milliards d'euros sur le mois. Donc on a observé bien sûr ce mouvement de très forte collecte sur le value depuis le début de l'année en gestion indicielle. Quels sont les autres arbitrages ou les autres flux significatifs à relever sur le mois de janvier, Alexis ? Alors, ce qu'on a noté au sein des obligations, c'est une très forte collecte sur les obligations chinoises, plus de 1 milliard de collecte sur les obligations chinoises au détriment essentiellement des obligations d'État américaines. On a par exemple l'ETF iShares China Bonds qui a collecté 1 milliard sur le mois de janvier. Une dernière tendance intéressante à observer, c'est que les supports les mieux notés ESG, c'est-à-dire qui ont les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, ont été délaissés, je dirais, légèrement délaissés par rapport à ce qu'on avait pu observer en fin d'année dernière, puisqu'ils ont collecté 25% de la collecte. Alors ça reste des niveaux élevés. C'est positif toujours. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, je comprends. Mais par rapport au rythme, aux 50% qu'on avait connu au dernier trimestre de l'année dernière, on a noté dans ces zones de stress. Alors je ne sais pas s'il y a un effet de cause à effet, mais dans ces zones de stress de marché, une moindre collecte sur les supports les moins notés par rapport à ce qu'on avait pu observer en fin d'année dernière. Du côté des acteurs de l'industrie ETF, en termes de tendance, quel est le tableau d'honneur bilan du mois de janvier, Alexis? BlackRock, j'imagine, est toujours en tête, loin devant? Alors BlackRock est toujours loin devant en termes de collecte, avec plus de 9 milliards de collecte sur le mois. Mais le deuxième, je dirais le deuxième groupe qui collecte sur le mois, c'est le groupe Amundi Lyxor. Si on agrège la collecte des deux acteurs, à eux deux, ils collectent plus de 4 milliards d'euros sur le mois. Ça les hisse en deuxième position. Ça confirme leur position de leader européen sur la gestion indicielle. Et à noter que dans cette collecte, Lyxor représente 60% de la collecte du combo, je dirais. Donc ça semble être un très bon deal pour une très belle opération. Oui. Effectivement. Vu la dynamique de collecte chez Lyxor, on comprend très bien pourquoi Amundi est allé s'offrir justement Lyxor, magnifique marque dans le domaine des ETF. Du côté des produits, Alexis, ça c'est toujours très très intéressant parce que vous suivez les tendances également en termes de lancement de nouveaux produits. Quels sont les sujets, quels sont les thèmes qui intéressent aujourd'hui les émetteurs d'ETF et donc, j'imagine, leurs clients? Alors,
qu'on observe, je dirais depuis quelques mois déjà, c'est que je dirais la grande tendance dans les lancements de nouveaux produits, c'est que la bataille la bataille que s'étaient livrés les fournisseurs d'ETF sur les prix semble s'être estompée. En faveur d'une bataille sur les thématiques. Déjà parce que les ETF ont atteint des niveaux de gestion très très bas, donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et maintenant, on voit que les nouveaux acteurs qui arrivent en Europe vont plus se démarquer sur l'innovation, sur les nouvelles thématiques, plus que sur leurs frais de gestion les plus bas possibles. Et ça, c'est intéressant, ça, Alexis. Il y a peut-être un virage ou un point bas qui a été touché, d'ailleurs, peut-être en termes de course au prix, de course aux frais de gestion les plus bas. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on observe depuis plusieurs mois. On ne voit plus ce phénomène où tous les mois il y avait un nouvel fournisseur qui lançait une gamme d'ETF avec des prix encore moins élevés. Là, c'est vraiment tous les derniers lancements se font plus sur des nouvelles thématiques avec les thématiques qui sont très à la mode. C'est les méga trends du futur, tels que le cloud, la cybersécurité, la robotique, la blockchain. Ce sont des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans les nouveaux lancements. On a par exemple GlobalX, qui est une société de gestion américaine qui est peu connue en Europe, mais qui est une boutique américaine qui gère 40 milliards de dollars et qui est très active sur la thématique en Europe, qui a lancé une gamme une gamme de thématiques sur l'économie chinoise du futur. Par exemple, sur la biotech chinoise, sur les véhicules électriques et les batteries fabriquées en Chine, le cloud chinois, etc. Très intéressant, effectivement. Là, il y a l'intersection, le combo entre le monde émergent, la Chine, effectivement, et toutes les thématiques du futur qu'on peut retrouver version chinoise, entre Exactement. guillemets. Comment est-ce que vous êtes positionné chez Yomoni aujourd'hui, Alexis, là, pour le compte de vos clients ce début d'année, après un mois de janvier qui a été assez nerveux, on va dire? C'est moins qu'on peut dire. Nous, on avait déjà réduit la voilure en fin d'année dernière, parce que le principal risque qu'on avait identifié pour cette année était le risque inflationniste, d'une surchauffe inflationniste qui pourrait durer plus longtemps que ce qu'on avait anticipé. Donc on avait pris des mesures pour se couvrir contre ce risque en réduisant notre exposition aux actions, en augmentant notre exposition aux valeurs financières et aux valeurs qui ont un fort pricing power, en réduisant la duration de la poche obligataire. On voit bien que cette année va être l'année, je dis souvent l'année des banques centrales, qui ont un énorme challenge pour trouver le bon équilibre, pour lutter contre l'inflation sans casser le rythme de la reprise économique, et ça va être très compliqué, surtout que la situation n'est pas du tout la même en Europe qu'aux États-Unis. Et justement, si les situations sont différentes d'une zone à l'autre, là, est-ce que, alors dans l'idée qu'on réduit quand même, ou qu'on a réduit l'exposition au risque, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire en fonction d'ailleurs du discours d'une banque centrale par rapport à une autre, Alexis? Nous, on a réduit notre surexposition aux actions européennes. On pense que le revirement de la Banque centrale européenne qui nous a surpris comme tout le monde. On n'est pas certain, nous ne sommes pas certains que la reprise économique européenne, à court terme en tout cas, soit assez solide pour supporter un cycle de hausse des taux. D'autant plus qu'il y a quand même un risque de géopolitique, ce qui est significatif sur la zone euro avec l'enlisement de la situation en Ukraine, qui pourrait avoir des impacts notamment sur les prix de l'énergie dans un contexte qui est déjà inflationniste et qui va encore plus compliquer la tâche de la Banque centrale européenne. Donc tout ça, malgré le fait que les actions européennes soient bien moins chères que les actions américaines, pour l'instant on a réduit notre surexposition aux actions européennes à court terme. Merci beaucoup Alexis. Merci pour votre participation chaque mois à Smart Bourse pour nous apporter les dernières tendances au sein de l'industrie des ETF grâce à cet observatoire ETF que vous avez lancé il y a plusieurs trimestres maintenant chez Yomoni. Alexis Nac qui est avec nous chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à 17h45, le directeur de la gestion de Yomoni. Ainsi se termine cette émission. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart. L'émission évidemment est disponible en replay et en podcast d'ici là.